Aujourd'hui, on va parler de relations familiales, de schémas familiaux, de psychogénéalogie, de comment on se dépatouille dans tout ça. Merci Ludivine d'être là, vraiment merci de ce temps qu'on va passer ensemble. Merci pour ton invitation, je suis vraiment honorée. Avant qu'on rentre dans le thème du jour, est-ce que tu peux te présenter Ludivine ? Oui, bien sûr, je m'appelle Ludivine Morin, je suis la fondatrice de Liane, l'expertise des émotions et des liens. Je travaille avec mes clients à la fois sur la sophrologie, les émotions, le lien à soi et puis la psychogénéalogie, le lien avec nos racines et nos lignées. Et c'est ce deuxième sujet qu'on va un petit peu plus explorer aujourd'hui, mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que tu intervenais en entreprise aussi. Oui, exactement. Donc je suis ravie aussi de découvrir cette facette-là. Moi je suis venue à toi parce que j'ai eu des problématiques de vie, j'ai eu des sujets de vie qui m'ont amenée à vouloir plus explorer le côté familial. Et grâce à plusieurs personnes, j'ai découvert la psychogénéalogie et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la psychogénéalogie pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être très curieuses de ce que c'est ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, psychogénéalogie, c'est la même chose qu'analyse transgénérationnelle. On entend parfois les deux mots, c'est important de le dire. C'est une analyse personnelle sur les racines de nos problématiques. Quand on fait sa psychogénéalogie, quand on fait une analyse transgénérationnelle, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui et est-ce qu'il n'y a pas des patterns, des choses qui sont ancrées dans notre passé. Et l'objectif, c'est de ne plus refaire les mêmes erreurs, de retrouver sa place, de retrouver confiance, donc de se sentir en fait pleinement aligné ici et maintenant, quoi. Une question qui me vient quand tu me dis ça, c'est à quel point est-ce que dans ce schéma, on est dans une approche déterministe ? Tu vois, est-ce que les choses nous arrivent parce que tout notre vécu, finalement, la grande question de vie, c'est à quel point est-ce qu'on est libre de nos choix ? Ouais, c'est une super question. Je t'avais pas prévenu cette question. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, souvent on me dit, mais puisque on est en train de se dire que les choses que je vis aujourd'hui, elles viennent de mes parents, de mes grands-parents, ça veut dire que tout était écrit, j'ai pas de choix. En fait, il n'y a pas de déterminisme, tu as raison de le souligner, mais en fait, par contre, on est quand même bien conditionné ou très impacté en fait par cette histoire familiale. Si on se dit que, par exemple, le burn-out que j'ai fait, on peut retrouver des traces du rapport au travail chez mes parents ou chez mes grands-parents, ça ne veut pas dire que je suis déterminée par cette histoire familiale, mais ça veut dire que par contre, il y a des choses qui, dans le passé, ont conditionné, ont impacté très très fortement en fait mes agissements. Mais il n'y a pas de déterminisme du point de vue du fait que dès qu'on se met à les regarder les yeux dans les yeux, en fait, ces problématiques, en fait, elles sont plus dans notre vie. On arrête de reproduire ces choses-là. Donc il n'y a vraiment pas de fatalité. En revanche, c'est sûr que si on ne fait rien, ça c'est implacable. On voit dans tous les arbres généalogiques des choses qui se reproduisent de génération en génération, avec des gens qui disent « je me rends compte que je fais comme ma mère, je sais bien que mes grands-parents ont fait ça ». Et donc là par contre, on se parle de quelque chose qui n'est pas traité par la famille, qui n'est pas traité non plus individuellement, et donc ça se reproduit. Ouais, c'est tout ce qui est un peu invisible, caché, les non-dits qui font qu'à un moment on se retrouve avec tout un sac à dos sur le dos dont on ne sait pas trop quoi faire. Oui, exactement. Ça peut être aussi toutes les émotions qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont une difficulté à gérer leurs propres émotions. Et puis tiens, quand on regarde de près, ces émotions-là, on les retrouve exprimées de la même manière chez les parents, chez les grands-parents. Et puis il y a un tabou autour de cette manière de gérer les émotions. Donc dès qu'il y a du tabou, dès qu'il y a du secret, dès qu'il y a des liens qui sont coupés dans une famille, forcément, ça veut dire qu'il y a en fait encore plus quelque chose à travailler, parce que ça veut dire qu'on ne permet pas à la génération suivante d'intégrer ce qui s'est passé avant, en fait. Si tu devais mettre des adjectifs derrière le mot famille, qu'est-ce que ça serait ? Waouh, j'étais pas prévenue pour celle-là, non. Moi non plus, je te rassure. Alors si je devais... c'est rassurant. Non, mais c'est bien, si je devais mettre des adjectifs sur le mot famille, je pense que le premier mot qui m'est venu, c'est complexe, dans le sens où c'est pas uniforme pour tout le monde. Moi, j'avais fait un podcast avec des enfants à l'époque sur un projet à Paris. Les enfants, ils disent tous que la famille, c'est génial, que c'est une ressource, que c'est magnifique. Quelques années après, c'est des mêmes personnes qui vont dire la famille, c'est dur, c'est pas toujours ressourçant, etc. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est complexe parce que tout le monde n'a pas le même point de vue sur la famille. Il y a des familles pour lesquelles ce mot-là, c'est synonyme de sécurité.
et c'est tant mieux. Parfois, c'est source de conflits. Moi, maintenant, c'est sûr qu'avec mon métier, j'observe toutes les familles qui sont autour de moi. Donc, je vois très vite, justement, les choses qui se crispent, qui se nouent. Mais j'ai quand même une belle lueur d'espoir sur le mot famille. C'est vraiment un mot auquel j'associe vraiment sécurité aussi, ressources et le fait de pouvoir transcender quelque chose. Ouais, c'est ce que tu disais avec cette idée d'aller mettre de la lumière sur les schémas et d'avancer en fait, et de voir les choses se transformer. Oui, et que très important aussi, c'est que toutes les manières de faire famille sont OK. Il y a un truc qui m'insupporte énormément, c'est typiquement petit ours brun avec la famille très classique, papa, maman, plus les grands-parents. Et tout le monde, moi, dans mon cabinet, vient me dire « Ah, bah je comprends pas, moi, j'ai pas une famille normale. » Ou « Vous allez voir, Ludivine, je vous préviens, ma famille, elle est un peu égratinée. » Mais en fait, toutes les familles que je vois sont comme ça, à commencer par la mienne. Et si on apprenait à faire famille autrement en enlevant tout ça, déjà, je pense que ça nous enlèverait beaucoup de culpabilité. Et en fait, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on a envie de faire famille intelligemment. C'est plus ça mon obsession en fait aujourd'hui. Okay. Je suis assez curieuse de voir pour toi à quels endroits est-ce que ça peut jouer. Tu vois, peut-être de nous donner des exemples d'endroits où tu as accompagné peut-être des personnes qui étaient coincées dans des situations de vie insatisfaisantes, et à quels endroits ça peut nous aider justement d'aller regarder les schémas familiaux. Oui. Alors, j'imagine que tu pourrais nous dire quasiment toutes les situations de vie, mais peut-être si tu as des exemples. Il y a pas mal de personnes que je ne peux pas accompagner, il faut qu'on soit bien lucide quand même là-dessus, mais c'est vrai qu'en général, les gens qui viennent à moi, ils me disent très souvent « j'arrive pas à trouver ma place, je me sens jamais à ma place », que ce soit au travail ou dans ma famille. Il y a des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, par exemple, qui ont découvert une grande hypersensibilité et qui sont en décalage total avec la manière de gérer les émotions de leur famille. Et quand ces personnes essayent de s'émanciper, en fait, d'être vraiment comme elles auraient voulu être, c'est-à-dire en loyauté avec leur mode de fonctionnement, mais il y a une espèce de grand écart et ces personnes me disent « Wow, mais plus je suis fidèle à qui je veux être, plus je suis en déloyauté avec mon clan. » Et ça me fait très très peur parce que j'ai peur de plus être aimée, j'ai peur de plus être acceptée. Donc les gens vont mettre finalement un masque sur elles et elles vont faire ça pendant quelques années et elles vont finalement se mettre en danger parce que quand on va coller, même si c'est le moule de la famille d'origine, c'est pas forcément plus sain. Il y a des personnes qui viennent me voir parce que elles essayent depuis des années d'avoir un enfant et il y a cette question de comment ça se fait alors qu'on est censé pouvoir avoir un enfant et finalement ça n'arrive pas. Donc on va questionner ce sujet-là. Il y a des sujets aussi quand les familles se recomposent. Pareil, c'est une histoire de je trouve pas ma place ou j'arrive pas à faire le deuil d'une précédente relation. Et ça se voit souvent. Là, j'avais mon atelier tout à l'heure, une jeune femme qui disait en fait, moi j'étais avec une relation toxique et j'ai eu du mal à me mettre à distance de cette personne toxique. Et en fait, je me suis rendu compte que ma maman avait eu les mêmes schémas et potentiellement qu'on peut remonter dans l'arbre.